Bonjour et merci d'être avec nous pour ce bel échange à venir. Vous êtes, j'en suis sûr, déjà prêts à dégainer vos questions à l'invité, questions que je poserai dans la deuxième partie de l'émission. Vous en avez l'habitude. Maintenant, alors aujourd'hui, il sera question d'ufologie avec Mike Aldébaran qui m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. Mike, bonsoir et bienvenue sur On ne vous demande pas d'y croire. Bonsoir à toi Philippe, et c'est un plaisir aussi, un honneur d'être sur ta chaîne aussi. Alors Mike, Bonsoir à tous. pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter aux internautes? Bon, ils sont nombreux derrière leur écran. Mhm. Profites-en, parle-leur de toi. Alors Mac Adébaran, à la base je suis programmateur radio, graphiste, et je m'intéresse depuis très longtemps à l'ufologie, donc, et en parallèle avec la mythologie, donc lié aussi tout le bestiaire du folklore européen ancestral. Voilà, et donc c'est quelque chose qui me passionne depuis très longtemps. D'accord. Alors Mike, alors tu m'as proposé donc de parler de l'ufologie et de la mythologie. Alors qu'est-ce qui te fait penser que la mythologie est liée à l'ufologie? Alors c'est très ancien, hein, en fait, on peut remonter à des âges très anciens, parce que le phénomène ovni, en fait, a toujours été là, plus ou moins, présent dans l'histoire. On peut remonter même par exemple, pour ça que on parlait de la Magonie. La Magonie, c'est référence à Jacques Vallée. Donc Jacques Vallée qui a écrit un livre qui s'appelle Passeportum Magonia en 1969, et qui faisait le parallèle, c'était le premier à faire le parallèle entre justement l'univers féerique des fées et le phénomène ovni, où il existe des parallèles, en fait, des parallèles. Magonie, en fait, vient du terme créé en fait par plus ou moins créé, par l'évêque Agobard. Donc Agobard, donc on est en 840, où à Lyon, en fait, il y a eu deux hommes et une femme qui sont descendus d'une nacelle, et la foule a cru que c'était en fait des démons, des esprits, Ouais. et ils ont voulu les lyncher. Ah, Et l'évêque Agobard est intervenu pour dire non, 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 mais ce sont des hommes, ce sont des humains, ne vous inquiétez pas. Finalement, ils ont été sauvés, et l'évêque Agobard a fait un traité, enfin un texte, disant que justement, il disait venir de Magonie, de la Magonia. Et même Charlemagne a fait des traités contre les fées à l'époque. ah bon? Ouais, ouais, il a fait des traités parce que pour lui, ça existait vraiment, quoi. C'était quelque chose de très, très sérieux, quoi. Donc Jacques Vallée a été le premier à parler de ça, et ensuite Éric Zourcher, qui est une de mes influences aussi, et d'autres auteurs comme Jean Sider. Voilà. Donc il y a un parallèle en fait évident quand on s'y intéresse vraiment. C'est une certaine ufologie. C'est pas l'ufologie tous les boulons. Hein, voilà, c'est une ufologie particulière qui justement met en parallèle le mimétisme du phénomène ovni. Voilà, le mimétisme du phénomène ovni, où il s'agit en fait souvent des mêmes thèmes qui reviennent, c'est-à-dire que c'est un nouveau mythe. On est dans un mythe ancien des faits, et à partir de 1947, avec Kenneth Arnold et tout le bestiaire un peu soucoupiste, Ouais. devient un nouveau mythe. Voilà. Ok. Donc c'est un peu complexe, D'accord. mais on va venir. Tu es là pour nous éclairer, hein. Et on trouve donc des similitudes avec les légendes, les mythologies des différents peuples, de différents continents, même s'ils pouvaient a priori pas communiquer entre eux. Exactement. Voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est que tous ces peuples qui ne se connaissent pas ont la même mythologie, en fait. Ah, On les mêmes dieux, on les mêmes choses, on voit les mêmes artefacts, on voit les mêmes, comment dire, choses qui apparaissent dans le bestiaire mythologique, en fait. Je pense par exemple à l'Égypte, ouais. ou je pense par exemple aux évangiles apocryphes d'Ézéchiel, où il monte à bord d'un ovni. Il y a plein de choses dans ce style-là, en fait. Donc oui, tout est lié, en fait. Donc, Les Anunnaki, ouais. même les nouveaux mythes comme Ashtar, Astarté, tous ces dieux, enfin tous ces dieux anciens, les Anunnaki, ont des noms qui est en parallèle avec les contactés actuels. C'est-à-dire que les contactés se disent des fois en contact avec Ashtar ou Astarté, qui sont des noms en fait d'Anunnaki. Alors, Donc il y a toujours ce bestiaire en parallèle. les Anunnaki, c'est quoi? C'est qui?
Les Anunnakis, c'est lié à Babylone en fait. C'est lié, c'est le bestiaire babylonien. Ce sont des anciens dieux en quelque sorte, voilà, qui viennent de toute cette, de ce parallèle-là ancien. Donc maintenant, il y a toute une mythologie autour des Anunnakis aussi. D'accord. Donc il y a plein de choses en fait à mettre en parallèle. Voilà, c'est très très vaste en fait. Hein, quand on s'intéresse vraiment à la mythologie, on se rend compte qu'il y a plein de choses. En parallèle, Charles Fort parlait beaucoup de ça. Le livre des damnés, donc il a écrit en 1919. Charles Fort a parlé beaucoup de ces anciennes choses qui apparaissent dans l'air. Il y a tout un bestiaire autour de ça, toutes sortes de choses autour de ça. Donc il y a plusieurs vagues en fait qui se substituent les unes aux autres, qui créent en fait une mythologie qui a toujours été là en fait. Les damnés, c'est un vieux livre, je crois. C'est 1919. Ah oui, voilà. Charles Fort. Ouais. Là, il avait quoi? La Gazette fortéenne, il avait fait à l'époque. Il collectait en fait tous les phénomènes étranges et bizarres qui avaient lieu, donc aussi bien des batailles dans les airs, aussi bien des chutes incroyables de bonnets, de choses, des chutes incroyables qu'on peut retrouver maintenant au col de Vence. On parle de chutes de pierre parfois là-bas. Donc il y a des choses assez étranges qui reviennent toujours maintenant en fait. Il y a le passé et il y a le présent. Et ça revient. Ah oui, d'accord. Toujours ça revient. Il y a des phénomènes qui apparaissaient il y a un bon nombre d'années, ça peut être peut-être 1000 ans, 2000 ans. Oui. Il y a des écrits là-dessus et il arrive encore maintenant, à notre époque, qu'il puisse arriver des choses de ce genre. Mais déjà dans la tradition irlandaise et la tradition bretonne, il y a un auteur qui s'appelle Vance, qui a écrit justement sur tout ce qui est lié aux fées. Et il y a Robert Kirk, qui est un pasteur écossais, qui a écrit donc la République mystérieuse, ou l'organisation secrète. Donc, et là, c'est en 1691. Ouf. Il parle de... d'accord. Donc Robert Kirk, c'est en 1691, et il parle de cette mythologie, en fait, des fées, des fairy rings, des enlèvements, des enlèvements des fois d'enfants, des fois aussi on peut retrouver les mutilations animales. Ah, ça va très très loin en fait, parce que on retrouve dans l'ufologie, il y a toutes ces mutilations animales, et on les retrouve à une certaine époque déjà en Irlande. On retrouve aussi le bateau aérien. Donc ça c'est toute une vague qu'il y a eu. Le bateau aérien, c'est en 1897 aux États-Unis, où en fait il y a une multitude de bateaux qui sont apparus dans l'air et même qui se sont posés au sol, qui ont discuté parfois. Ils se présentaient comme des farmers américains, comme et il y avait un échange. C'est ça qui est très drôle. Ils faisaient comme ils avaient l'air d'être en panne. On sait bien qu'il n'y a pas d'ovni en panne. Enfin, souvent. Ouais. Quand on s'intéresse justement à l'illusivité, au mimétisme et du phénomène ovni, cher justement à Éric Zourcher et Jacques Vallée, on se rend compte qu'en fait, tout est une mise en scène. Tout est millimétré, c'est-à-dire qu'en fait, ils maîtrisent le temps et l'espace. Ah, même les crashs d'ovni aussi alors? Alors, les crashs d'ovni, c'est peut-être autre chose. Il y a eu à Roswell, c'est autre chose. Mais là, je parle plus des témoins qui sont en face, qui se retrouvent par hasard, entre guillemets, sur un phénomène ovni, dans une route, la nuit, etc. Et il n'y a pas de témoin, il n'y a que. C'est toujours une mise en scène. Pierre Guérin parlait du rêve éveillé, par exemple, ou d'effet dose. L'effet dose dont parle Jourcher, c'est un effet où le témoin est complètement dans une bulle, il n'y a que lui qui voit ce phénomène-là. Tu vois ? Donc c'est assez complexe quand on s'intéresse vraiment. Et c'est le phénomène du mimétisme qu'on retrouve tout le temps dans le phénomène, c'est-à-dire par exemple les métiers des témoins sont souvent en parallèle avec le phénomène qu'ils voient. C'est-à-dire par exemple, il y a des cas comme quelqu'un qui travaille à la SNCF par exemple, et qui va voir un ovni
avec les mêmes balayages de ce qu'il voit, sur quoi il travaille, en fait, avec ces balayages lumineux. Vous voyez ? D'accord. Il y a aussi, par exemple, des militaires qui voient, par exemple, des ufonautes en kaki, avec des sacs à dos, ou d'autres cas, des joailliers qui voient des ovnis en forme de pendentifs. Des femmes qui voient, deux femmes qui voient, par exemple, deux ovnis en forme de seringue, et les deux sont infirmières. Donc il y a toujours ce parallèle en fait entre le phénomène semble s'adapter à la psyché du témoin, à sa culture, à son éducation, et aussi à la civilisation du moment. C'est-à-dire qu'en 1897, en ce qui concerne pour les airships, eh bien, il s'agit on est au tout début de l'ère des dirigeables. Ah oui. Ouais, tu vois. Ouais. Et donc dans les anciens mythes, il y a des échanges de nourriture. Par exemple, il y a des cas où la gentilhommerie en Irlande, c'est un peuple de fées. En fait, c'est à Ben-Bulben. On a fait une enquête, un petit soutien à Marina X, on a fait des enquêtes là-dessus sur Ben-Bulben ou sur l'Irlande, sur ce qui concerne les fées. En fait, ces fées-là, par exemple, donnaient de la nourriture, et il ne fallait surtout pas en prendre, en fait, parce qu'une fois qu'on prenait cette nourriture-là, on passait dans la magonie. On passait de l'autre côté, on pouvait revenir plusieurs siècles après, ou on pouvait revenir 10 jours après. Il y a toujours ce phénomène de missing time qu'on retrouve dans le phénomène actuel OVNI. Et il se trouve qu'il y a un cas intéressant, c'est Joe Simonton, c'est Eagle River 1961, qui surprend donc un ovni à côté de chez lui, et ils sont en train de réparer. Il y a toujours ce phénomène de réparation. Ils ont l'air de surtout dans les années 50-60. Vas-y, continue. C'est bon, tu peux y aller. Dans les années 50-60, il y a tout ce phénomène où les ovnis ont l'air d'être en réparation, ou ont l'air de trafiquer. Il y a tout un air de science-fiction, parce qu'on est dans l'ère de la science-fiction naissante, en fait. Et donc, il y a tout ce bestiaire-là. Et donc, Joe Simonton, on lui demande de l'eau pure. Et ce qui est très drôle, c'est que dans la gentilhommerie aussi, demande souvent de l'eau pure. Bon, il y a toujours ce parallèle. Oui, il y a toujours ces parallèles, en fait, de nourriture. Et donc, il lui offre 3 petits gâteaux, qui ont été analysés en laboratoire, même. Et ces petits gâteaux, en fait, c'était du sarrasin, de la coque de sarrasin. Et donc là, on est en 1961. Et bon, il est passé un peu pour peut-être un berlu, mais il y a eu quand même un effet d'enquête. Voilà. Donc il y a pas mal de choses, en fait, au niveau de la nourriture, au niveau aussi des changelings, c'est-à-dire que les enfants des fées, les fées enlevaient des fois des enfants et les changeaient. Ah bon ? Voilà. Il y a ce phénomène d'abduction qu'on retrouve. Ou que ce soit, par exemple, je fais une dédicace à Jean Librero, qui a traduit le livre de Dan Farkas, c'est OVNI en Roumanie, qui cite les Yellés. Les Yellés, c'est pareil. Dans les Yellés, il y a des enlèvements. Par exemple, il y a le cas de Basile Prikop, qui justement met en avant c'est un Basile Prikop qui allait à un bal, donc c'est en Roumanie. Il est dans un bal, et là on est dans les années 1949. Et donc ce qui se passe en fait, c'est qu'il sait que les Yellés, ce sont des fées de Roumanie. Et donc ils sont trois jeunes, ils vont dans un bal, et au retour, la nuit, 5h du matin, il revient, et il voit ces cercles de feu, ces cercles étranges dans la forêt. Et il sait qu'il faut faire attention. Lui, il s'endort, et les 2 autres jeunes, en fait, vont vers ces cercles étranges, et ils voient 5 femmes très très belles qui les entourent, et on ne les a jamais retrouvées. D'accord. On ne les a jamais retrouvées, et il y a le même cas en 1830, dans un bal, pareil, où là, ce sont 2 hommes habillés en manteau de fourrure, grands, de 2 mètres de haut, qui prennent 2 jeunes filles, qui en fait on se rend compte qu'ils ont des ailes, et
ils embarquent les filles et on ne les a jamais retrouvées, on n'a retrouvé que les vêtements. D'accord. Mais Les filles ont et là, on est en 1830. ont une taille normale, une taille de Ça femme dépend adulte. en fait, ce que dit la gentilhommerie justement, c'est qu'ils peuvent adopter toutes les formes qu'ils veulent. Ils peuvent adopter être petits, ils sont faits d'air en fait. Eux, ils se disent faits d'air en fait, tu vois, comme les sylphes. C'est ça dont parle Robert Kirk dans La République mystérieuse. C'est qu'ils sont faits d'une matière qui est justement différente de la nôtre. D'accord. Mais quand tu parles de fées, les fées, pour moi, les fées, c'était les élémentaux, c'est les êtres de la nature. Pour toi, les fées, c'est des créatures extraterrestres, des aliens? En fait, pas vraiment. Ce qu'on pourrait dire justement, c'est pour ça que ce qui est très intéressant, le livre de Jacques Vallée s'appelle en français Chroniques d'apparitions extraterrestres, qu'on voit ici. Mais en fait, le vrai titre, c'est Passeportomagonia. Lui, en fait, n'était pas pour la thèse extraterrestre, entre guillemets, il était pour la thèse d'entités qui passent d'un univers à l'autre. Donc finalement, on revient au fait, on revient à la magonie. Voilà. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas forcément extraterrestre, c'est multidimensionnel. Voilà. Donc c'est une autre forme d'ufologie qui des fois était vue comme du debunking, où Jacques Vallée, on l'a accusé certaines fois de dire mais non, mais vous n'êtes pas pour la thèse extraterrestre, donc vous ne croyez pas aux ovnis. Ouais. Déjà, c'est pas une question de croyance, c'est une question de fait, et c'est une question aussi d'étude. Donc quand on étudie vraiment le phénomène, on se rend compte qu'il y a des parallèles évidents. Je pense par exemple au travail de Jean Sider, qui a écrit sur la baie du Gévaudan aussi, où on peut faire le parallèle avec les Mothman aussi de Point Pleasant en 1961. Ces êtres-là, ces créatures-là, ou aussi bien le Dogman, apparaissent toujours dans un contexte particulier, comme un effet dose justement, où ils apparaissent toujours dans un petit périmètre et sur un temps donné, comme les vagues d'OVNI. Par exemple, la vague de septembre-octobre 1954, où on voit beaucoup de paysans qui voient énormément d'OVNI avec des traces au sol, donc c'est RR4 aussi, c'est des rencontres avec le témoin. Et il s'agit de la même chose. En fait, c'est un mimétisme, c'est la phase d'accroche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute cette période des années 50 en France, les ufonautes en fait ont l'air de collecter des plantes, comme le cas de Valensole, de Maurice Mas, du 1er juillet 60. Donc il y a cette phase de mimétisme par rapport aux témoins. Donc là, le mimétisme est lié avec les paysans, comme l'Airship en 1897 est lié à des farmers, où ils se présentaient comme des farmers et pas comme des petits gris, parce que les petits gris sont apparus un peu plus tard. Donc c'est toujours des mythes qui sont toujours adaptés. Et est-ce que justement cette phase de mimétisme, ça joue pas à décrédibiliser un petit peu? On se dit ouais, il a entendu ça quelque part, donc je redis la même chose. Ça fait, on se dit, si à la limite il n'y avait aucune communication entre différents continents, maintenant, déjà dans les années 60, dans les années 50, on pouvait quand même communiquer de continent à continent. Donc ce mimétisme, on peut se dire, il existait, il est apparu quelque chose aux États-Unis, ils en ont fait beaucoup de communication, nous on va faire pareil. C'est ce qui fait aussi que peut-être on commence à se poser des questions. Il faut se poser des questions déjà sur le phénomène qui s'amuse avec nous, qui, comme Jacques Vallée disait, c'est le fait de contrôle. Il y a toujours un système de contrôle en fait derrière, et un système de manipulation aussi. Il y a un système où le phénomène s'adapte toujours à la civilisation du moment, à la culture du moment, le folklore du moment, la mythologie du moment. Dans les années 50, on voyait beaucoup de cas d'ovnis avec des gros leviers, on voyait l'intérieur des ovnis avec des grosses manettes, des gros tuyaux, ils avaient des scaphandres. Et ça, après, ça a disparu par la suite. Il y a toujours en fait un parallèle entre la psyché du témoin aussi, son métier et justement le phénomène. Est-ce que tu crois qu'ils apparaissent comme le témoin voudrait qu'il apparaisse, ou comme il pourrait le comprendre
Est-ce que c'est le témoin qui crée en fait cet alien qui existe vraiment, mais je sais pas, il y a peut-être une technologie qui fait que c'est une espèce d'effet miroir du cerveau, je ne sais C'est pas. un effet miroir, ouais. Alors c'est possible, hein. Alors il y a plusieurs théories, hein. Soit les témoins on pourrait créer très bien le phénomène, mais bon, ça fait très longtemps, et pourtant il y a des traces au sol. Ah ouais, ouais. Donc c'est ça Bien sûr. ça quand même. Il y a des traces au sol. Donc il y a un effet peut-être d'hologramme, mais en tout cas il est réel, puisqu'il y a des traces. Il y a quand même des traces. Voilà. On peut revenir par exemple même à Goethe. Goethe, en 1568, il a 16 ans et il va à Leipzig et il voit justement tout un phénomène un petit amphithéâtre de Farfadet. Ah ouais. Et il le décrit, voilà, il décrit ça. Même le sulfureux Aleister Crowley, il dit qu'il a vu des lutins dans les rochers. Donc il y a plein d'auteurs en fait. Paracels dit qu'il a vu des lutins aussi. Donc il y a plein de parallèles en fait à faire dans le passé, des personnalités connues. Même le grand-père de Darwin dit avoir été en contact avec certaines entités, des lutins, des choses comme ça. Donc il y a toujours plein de choses dans ce style-là en fait. Ah ouais. Non. Et est-ce que à l'époque, donc dans les années, je sais pas moi, il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, on parle aussi de ces faits, de ces lutins, parce que j'ai l'impression Bien quand même sûr. que c'est maintenant qu'on en parle beaucoup, on parle des élémentaux. Est-ce que il y a très très longtemps, on parlait justement de ces. Est-ce qu'il y a des dessins, des apparitions de Bien sûr. lutins? Ouais. On en a toujours parlé en fait, ça fait très très longtemps, puisque on a autant de Charlemagne, autant Ouais, même tu m'as d'avant. dit tout à l'heure, je ne sais pas surpris d'ailleurs. On est même sur des phénomènes de moins 3000 avant Jésus-Christ. Abydos, tu vois, par exemple, on voit où ce que j'appelle le fameux dieu Mars, c'était Jean Lot, qui avait été dans le Séphar, en Ah, Tassilie, là on est dans les années 30, en fait, où on voit Eric van Daniken aussi parle de ça. C'était le premier aussi à parler de ça, justement du parallèle entre le phénomène qui est inscrit sur la roche, qui est inscrit sur ah, voilà. qui est inscrit dans les grottes. D'accord. Donc qui est inscrit en Égypte, c'est pareil. Donc il y a plein de phénomènes de ce genre-là en fait. Et à ton avis, est-ce que ces visiteurs, enfin c'est même plus des visiteurs là, puisqu'ils sont là, Ça a toujours été là. voilà. Est-ce qu'ils nous visitent avec un but spécial? Est-ce qu'ils sont visibles, on va dire, avec un but spécial? Ou est-ce que le but a évolué? Est-ce que tu as des informations là-dessus? C'est ça qui est très étrange, c'est que on se demande pourquoi il est là et surtout quel est le but. Ouais. Parce que bon, un chasseur qui s'amuse à imiter le gibier avec des voix ou qui essaie de s'habiller comme le gibier, bon, ça va un temps, quoi. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas. En fait, ça fait des milliers d'années que ça dure. Alors, c'est vrai. Et si, Donc, ouais, si vraiment ils veulent nous chasser ou qu'ils veulent. ouais. Donc, c'est quand même assez drôle, quoi. Je veux dire, il y a quand même un effet. Puis, il y a toujours un effet humoristique derrière où c'est vrai que la plupart des témoignages ont l'air complètement fous. Et c'est volontaire. C'est volontaire de la part du phénomène. C'est volontaire de presque passer le témoin pour fou. Est-ce qu'il y a une évolution, par exemple, une évolution des faits il y a 3000 ans et maintenant, est-ce qu'elles sont représentées exactement de la même manière? En fait, le phénomène, il évolue suivant les coutumes locales, Ouais. suivant les folklores locaux, suivant la civilisation du moment, et toujours en mimétisme avec justement les légendes et aussi justement le folklore actuel. Par exemple, maintenant, il y a tous les films qu'il y a en ce moment de science-fiction. Ouais. Le phénomène semble s'adapter presque au film, Ah ouais. et pas l'inverse. C'est ça qui est très étrange. Il précède toujours la culture locale ou la culture civilisationnelle du pays ou de la civilisation actuelle. C'est ça qui est très intéressant. Donc il y a toujours ce parallèle-là, en fait, d'habituation au phénomène. Par exemple, dans le cas des dirigeables de 1897, Ouais.
le capitaine Houghton qui justement qui était commandant de locomotive, et quand il perçoit ce phénomène de l'airship, eh bien il entend un sifflet exactement comme sa locomotive, et il dit mais c'est la locomotive, je connais. Donc il va les voir, etc. Et la plupart du temps, il leur sort tout un discours où il demande des clamelettes, où il leur demande. C'est un discours totalement absurde. Il y a toujours de l'absurdité derrière. Il demande aux fermiers des trucs très très basiques, en fait, du sulfate de cuivre, etc. Et ils leur disent on va revenir bientôt, c'est le bateau aérien, parce qu'à l'époque, dans les années 1897, c'était très connu dans les Iowa, tout le Midwest, en fait. Et donc les farmers étaient très contents des fois de ah ouais, c'est vous le bateau aérien, oui, ça va remplacer votre chemin de fer. Donc, il y a toujours cette idée de voilà. Et puis surtout des fois ils disent alors, suivant les années, ils disaient on vient de Mars. Et puis après quand on voit que Mars on peut y aller, quand on voit que c'est accessible, non on vient de Vénus. Ah non on vient de plus loin. Le cas de Betty Barnelli, c'était ils viennent de Zeta Reticuli. Tu vois, il y a toujours un effet, on s'adapte au fur et à mesure de l'intelligence du témoin ou du niveau de culture du témoin. Et il y a des écrits sur ces farmers, des écrits de témoins directs. Des témoins directs. Oui. Il y a énormément de témoins. Il y a énormément de témoins. Voilà, je vais présenter là, c'est un Flying Saucer, je l'ai en possession, de 1966, donc c'est très rare. Ah oui. Donc c'est sur la vague de l'airship, donc qui explique bien tout le phénomène. Donc il y a eu énormément le Chicago Report, le Houston Tribute, il y a énormément de magazines qui en parlaient à l'époque. Au départ, ça a commencé en 1896 à San Francisco. Et après, ça s'est étendu Midwest, mais ça a duré pareil, très peu de temps. Ça a duré quelques mois, mars-avril 1897, et après ça a disparu. Comme la vague septembre-octobre 54, comme la vague belge en 89, comme la vague, il y a même des fusées. Il y a eu toute une vague de fusées en 1946 en Suède. Il y a eu 2000 cas en Scandinavie et ils ne savaient pas d'où ça venait. Comme les Foo Fighters. Ouais. Les Foo Fighters dans les années 40, où voilà, ils pensaient que ils étaient attaqués par les Allemands. Il y a ce même phénomène aussi. Pareil, on est dans un mimétisme sociologique, c'est-à-dire qu'il y a toute cette époque des Grands Blonds. Oui. Alors, les Grands Blonds, ça n'a pas duré très longtemps. Les Nordiques, c'est ça ? Les Nordiques, voilà. Ça n'a pas duré très longtemps. Je parle dans le phénomène physique de témoignage. Il y a eu donc quelques témoignages dans les années 45, 43 et 44. Et on est en pleine occupation finalement. Ouais. Et là, il se trouvait que c'était des Grands Blonds qui, souvent, des fois, parlaient allemand ou avaient ils avaient justement des statures de vraiment 1m80, les Grands Blonds, quoi. Et voilà. Et là, les témoins prennent peur parce qu'ils pensent que voilà, on est dans un contexte sociologique où le témoin, il pense que justement, il est en face de personnes qui font partie d'organisations, d'armes secrètes nazies à l'époque. Et après, quand la guerre est finie, eh bien, le phénomène Blond disparaît aussi. Et donc, on est bien avant Horton, on est bien avant Adamski. Ouais. On est bien avant Ashtar et tout ça. On est dans les années 40 et il n'y avait pas ce phénomène de Grand Blond à l'époque. Tu vois, c'est un exemple, tu vois, du mimétisme social, du mimétisme sociologique en fonction de la période donnée. Et les Grands Blancs après ont disparu d'un peu de la circulation, sauf en 52, ça c'est les géants du Maroc, au Maroc, en fait, il y a eu l'armée a capturé des Grands Blonds qui parlaient une langue inconnue, et certains ont pensé que c'était justement atlantéen. Ah oui. Et ils n'ont jamais su d'où ils venaient. Ils venaient de nulle part. C'est Laurent Glosy qui parle de ça aussi dans Les Géants et l'Atlantide. Ah, oui. Donc il y a des parallèles très intéressants. Ah oui, tu m'as demandé, tu m'as demandé de mettre le livre Le Géant de l'Atlantide. Oui. Ah, oui. Les géants, c'est pareil, il y a tout un bestiaire à partir de ça, c'est très, très complexe. Hein. On retrouve toujours ces mêmes choses. Est-ce qu'on a retrouvé, pareil, là, c'est une légende, mais est-ce qu'il y a une trace, je ne sais pas, même petite, infime, soit par écrit, des géants, soit d'écrit, soit... Comment c'est venu dans voilà, comment c'est arrivé cette histoire de géants?
Comment ça est venu jusqu'à nous? Les gens déjà viennent de toute la civilisation, déjà Anunnaki, babylonienne, les traditions irlandaises où il y avait les Tuatha Dé Danann, les Fomor, dans les traditions germaniques, scandinaves. Donc on trouve toujours ces géants un peu partout dans l'Atlantide. On retrouve. C'est de bouche à oreille c'est de bouche à oreille que c'est venu jusqu'à nous, cette histoire de géants, parce qu'on n'a jamais trouvé d'ossements. Si on a trouvé certaines choses, Ah bon? mais simplement ça a toujours été caché ou ça a été volontairement cassé. Ah d'accord. On est dans un système un peu darwinien, donc on est obligé de casser certaines preuves. C'est pour ça qu'il y a une archéologie mystérieuse, une archéologie secrète, dont parle Peter Colosimo, dont parlent d'autres personnes. Tu vois. Donc si on a retrouvé des choses, des ossements, de 3 mètres de haut parfois. Ah On ouais. a retrouvé certaines choses, mais simplement ça a toujours été mis sous le boisseau. D'accord. Il y a toujours ce système de mise sous le boisseau de l'archéologie officielle. D'accord. Donc oui, on a retrouvé certaines choses. Mais simplement, ça a toujours été présenté comme du folklore ou comme un fake, quoi. Ouais, Donc c'est non, ça. il y a certaines preuves, mais certaines sont même dans des musées, mais simplement, voilà, on n'en parle pas, quoi. Voilà. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je vais recevoir, je ne sais plus exactement quelle date, je vais recevoir Thierry Jamin. Oui, Voilà. oui. Ouais, J'ai eu une interview Thierry Jamin aussi, sur les momies. Voilà, c'est ça, les momies de Nazca. Ouais. Et si on allait plus loin, enfin plus loin, pas vraiment, mais bon, les dieux grecs, romains, est-ce que c'est une métaphore ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont vu? Est-ce que c'est des personnes, des aliens qui avaient des pouvoirs incroyables et qui ont créé cette mythologie après? Qu'est-ce que, à ton avis, est-ce qu'ils font partie est-ce qu'ils font partie des extraterrestres ou peut-être des êtres qui étaient déjà ici et qui sont apparus sur Avant même les extraterrestres, on pourrait parler d'intraterrestres. intraterrestres, ouais, exactement. Et oui, parce qu'il y a tout le phénomène des gnomes et des lutins, tout le phénomène de l'Agartha, même ce qu'on peut retrouver en Antarctique avec l'amiral Byrd, toutes ces choses-là, quoi. Donc finalement, je pense que cette mythologie est réelle, oui. Est réelle parce que au fur et à mesure du temps, en fait, elle se construit et on voit bien qu'il y a plein d'artefacts. On voit bien que au Pérou ou en Sardaigne, il y a des constructions. On ne peut pas le refaire. Le béton ne peut pas être refait. Tu vois. Donc il y a un apport évident d'une civilisation avancée. Oui, une technologie qui ne pouvait pas exister à cette époque-là. Antédiluvienne, oui. Souvent, qui date de l'âge de pierre ou qui sortent de l'âge de pierre à peine. Et ils arrivent à créer des choses que même maintenant, on arriverait à créer difficilement, quoi. Au moins avec des outils incroyables. L'homme de l'époque était peut-être beaucoup plus évolué que celui actuel parce qu'il avait eu justement une éducation où il avait été manœuvré par certaines justement entités ou certains dieux, entre guillemets dieux, qui les ont aidés, en fait, qui n'ont pas disparu. Donc c'est toute le mythe de l'Atlantide. Voilà. Donc on est vraiment dans l'Atlantide et on est dans les géants, on est dans tout ce côté-là. Et à ton avis, est-ce que les géants, ils sont encore parmi nous? Ils sont peut-être parmi nous, mais on les voit pas. En 4D. Ah. Ils sont pas en 3D. Ils sont en 4D. Oui, je pense qu'ils sont pas loin. Oui. Ils peuvent être en Antarctique et ils sont au pays de l'amiral Byrd, au pôle sud. Et toi, personnellement, est-ce que tu as fait des observations ou fait une rencontre bizarre? Alors, pas une rencontre directe de grand blond, ni de petit gris, ni de lutin encore. J'ai fait quelques observations, mais qui ne sont pas, on va dire, importantes au niveau de ce que j'aurais aimé voir. Ah ouais. Voilà. Juste des petites observations du côté de Bugarache ou certaines choses, mais je ne sais pas ce que c'était vraiment. D'accord. Voilà. C'était plus des lumières, ce genre de choses. Sinon, tu as interviewé des témoins directs? Alors j'ai interviewé plus des personnes en fait qui traitent du sujet, comme Jean Librero, comme Elisabeth de Caligny, comme Thierry Jamin, bon, c'est pas l'ufologie vraiment, mais Franck Morin, justement, c'est la vague de 1897. Voilà, donc c'est plus. Donc j'ai une chaîne YouTube, Michael Desbarans,
je développe un peu tout ça, mais je développe aussi d'autres choses où c'est des visites de lieux mystérieux, de choses comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup de visites en fait de lieux. J'aime bien ça aussi. Et qu'est-ce que tu penses aussi de l'arche de Noé? Parce que j'avais vu qu'il y avait aussi pareil des ufologues qui pensaient que. Bien sûr. Ah, ben voilà. Il y a l'arche de Noé, il y a l'arche d'Alliance. Oui, l'arche d'Alliance. Ouais. L'arche de Noé, l'arche d'Alliance, c'est toujours une histoire d'arche. Le Bugarache. Il y a l'arche là-bas aussi, l'arche d'Alliance, pourquoi pas. Il y a... Oui, mais tous ces mythes-là, de toute façon, se retrouvent imbriqués les uns dans les autres. Et toujours, il y a toujours une part de vérité dans chaque mythe, dans chaque pays à développer en fait des mythes parallèles. Et tout le temps, c'est comme un prisme en fait. C'est-à-dire que quelqu'un va voir le 6 et l'autre va voir le 9 en face. Il va dire non, moi j'ai le 6 et lui il a le 9. Mais non, c'est la même chose, c'est la même réalité, sauf qu'on la voit différemment. Oui. Donc en fait, tous ces mythes sont réels, simplement ils sont interprétés différemment. Mais c'est ce qui fait aussi qu'il y a le doute après. On se dit, ouais, c'est une interprétation, donc peut-être que c'est pas vrai et que c'est dans la tête des gens. Oui. Si tout le monde voyait exactement la même chose, qu'importe les époques, que ce soit il y a 5000 ans et maintenant, peut-être qu'on se dirait, bah ouais, c'est incroyable, il arrive toujours ces mêmes soucoupes, ces mêmes formes, ces mêmes personnes. Et là, on pourrait peut-être se poser plus de questions. C'est ce qu'on a reproché des fois à Jacques Vallée, justement, à Bertrand Meeus, le travail de Bertrand Meeus sur le côté socio-psychologique, où en fait, le phénomène émanerait du témoin. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un débat. Est-ce que le phénomène, je veux dire, est créé par le témoin, je veux dire, créé parce qu'en fait, c'est nos pensées, ou est-ce que c'est un phénomène extérieur? Moi, je pense qu'il est extérieur, personnellement. Je pense qu'il est extérieur et qu'il s'adapte au témoin. Personnellement, je pense ça. Non, je me faisais l'avocat du diable là. Non, bien sûr. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu voudrais rajouter sur cette mythologie et sur ces ovnis avant qu'on passe aux questions des internautes? Eh bien, il y a énormément de choses à dire. C'est assez complexe. Tout à l'heure, tu parlais de nourriture. Parce qu'il y avait ma modératrice qui faisait des crêpes. Des crêpes, pour écouter, pendant qu'elle écoute l'émission. Et tu disais, justement, la nourriture, il y a des cas où la nourriture est... Voilà, parle-nous de la nourriture, vas-y. On revient au cas, par exemple, d'Eagle River avec John Simonton avec ses petits gâteaux. Mais on revient au temps de la gentilhommerie, où justement, il y a toujours ces histoires de nourriture, d'échange de nourriture entre les paysans dans les légendes irlandaises et bretonne aussi, en Bretagne aussi. On retrouve toujours ces échanges de nourriture entre, par exemple, les paysans, les témoins, avec les fées ou les elfes. Voilà. Il y a plein de choses au niveau aussi où, dans les années, 50, il y a un cas fameux italien où c'est aussi des échanges. Par exemple, là, c'est une affaire de bas. C'est Lotti, le cas Lotti, où en fait, elle va à la messe, et là, on est en 54, et ça se passe en Italie. Donc, en fait, elle va à la messe, et ce qui se passe, c'est qu'elle voit deux petits ufonautes qui, justement, ont l'air de petits lutins, mais un peu malin, quoi. Et ils veulent en fait lui arracher ses bas. Elle avait des bas, c'était très cher à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de journaux, pas de télé, pas de voilà. Et en échange, ils veulent lui donner quelque chose. Et elle veut pas et tout. Et finalement, ils voulaient lui donner une petite boîte. Donc il y a toujours des fois des vols, des échanges, comme les lutins. Voilà. Il y a toujours ce phénomène-là aussi qu'on retrouve. Alors ça c'est pareil, c'est dans les années 50 aussi. Donc il y a pas mal de cas comme ça, d'échanges de nourriture ou d'échanges aussi de procédés ou de choses à échanger. Et la nourriture, c'était de la nourriture qu'ils avaient l'habitude de manger.
C'était un gâteau. Oui, Voilà, c'est. c'était du gruau, c'était de l'avoine, c'était plein de Ah, choses en fait comme ça. c'était pas une recette Dans- extraterrestre. non, non. Ça restait toujours très simple en Ouais. fait. C'est pour ça que le cas de Simonton, c'était vu par les scientifiques comme ben, les ovnis s'ils venaient, mais ils viendraient à la Maison Blanche, ils viendraient pas voir un fermier, ils viendraient pas Ouais. voir un type lui donner des crêpes. C'est ça. Ça paraît gros, quoi, Ouais, tu ouais. vois. Voilà, c'est pour ça que ça a été toujours vu avec mépris. Parce que justement, le phénomène s'adresse finalement souvent à des gens de la terre. Ouais. Ça s'adresse souvent à des paysans ou à des fermiers. Et on retrouve toujours ce lien à la terre, finalement, tu vois, où il y a un respect. Par exemple, l'ufologie d'Aimé Michel aussi, des débuts, parlait beaucoup de ça, justement, du parallèle avec la terre, du parallèle avec un respect des anciens. D'accord. Voilà. Bon, ils sont toujours, Donc, toujours bienveillants quand même. pas toujours. Hein. Voilà. C'est-à-dire que ils agissent des fois comme des petits démons. Hein. C'est-à-dire qu'il y a comme des enlèvements, il y a comme des abductions. Il y a des cas, comme par exemple le cas de Betty et Barney Hill. On en avait parlé avec Jean Librero. Voilà, le cas de Betty et Barney Hill est utilisé pour Betty est utilisé une grande aiguille où il plante quand même dans le ventre et on retrouve la même chose en fait dans des cas anciens de démons qui faisaient la même chose avec des aiguilles dans le ventre, tu vois. Voilà. Donc on trouve ces mêmes choses à chaque fois ou d'abduction, de genre de choses comme ça dans les cas analogues en fait. D'accord, mais quand on parle souvent de légendes ou de mythes, il n'y a pas de cas de torture spécialement, quoi. Enfin, c'est pas dans les écrits des légendes, quoi. Enfin, a priori. Disons que c'est plutôt les animaux qui prennent un peu. Ah ouais. C'est plutôt, ouais, c'est ça qui Ouais. est, voilà, et on retrouve, ben, par exemple, on retrouve dans les cas de 1897 justement des prélèvements d'animaux ou de chevaux. Ah ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'on est dans les thèmes des chevaux. Ces derniers temps, il y a eu des histoires avec les chevaux. Oui, oui. Eh bien, à l'époque, en 1897, il y a eu des cas de chevaux où on a retrouvé la tête coupée, enfin, je veux dire, qui ont été vraiment plus loin, quoi, tu vois, ou des vaches, ce genre de choses, et qu'on retrouve aussi dans les légendes irlandaises. Ah oui. Il y a des histoires aussi très étranges. Par exemple, dans les cas de 1897, de l'archi, on voit une encre. Des fois, une encre qui tombe par terre, qui se prend des fois dans la voie ferrée ou qui se prend dans l'église, et on retrouve la même chose dans des légendes irlandaises. Où on retrouve cette histoire d'encre avec un marin, quelqu'un qui a l'air d'un homme, même petit, et en fait, il y a un parallèle toujours entre des mythes anciens et actuels. On retrouve toujours les mêmes choses, c'est ça qui est drôle, quoi. Ah bah écoute, est-ce que tu es prêt à passer aux questions des internautes? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ou pas. Eh bien, oui. Eh bien, c'est parti. Voilà. Alors, c'est parti. Ouh là là, il y a beaucoup de notifications. Je pense que c'est parti donc avec Chris. On va commencer. Bonsoir Mike. Que pensez-vous à la civilisation? Ben voilà, justement. Que pensez-vous de la civilisation intraterre? Ah ben moi je suis très intéressé par tout ce qui est intraterrestre depuis très longtemps, donc c'est quelque chose pour moi qui est, je pense, réel. Hein. On revient à la Terre creuse, hein, on revient des fois à théorie de Herbigger ou à d'autres de théories. Mais c'est quelque chose qui me passionne, cette idée d'intraterre, parce que justement ça expliquerait beaucoup de choses. Que le phénomène justement est souvent présent, il est souvent proche. Est-ce qu'il serait dans notre dimension? On le voit pas dans l'espace, on le voit pas vraiment dans l'espace, on le voit souvent à côté, on le voit souvent c'est très primaire en fait, on le voit dans des champs, on le voit toujours à des endroits proches en fait. Est-ce que ça serait dans Oui. une autre dimension, cette intraterre, ou dans notre Oui. dimension à nous? Alors, il peut y avoir en 3D, par exemple, c'est vrai, des civilisations qui sont là. Hein, je pense par exemple à l'Antarctique, où il peut y avoir des intraterrestres en quelque sorte. Mais je pense que beaucoup se sont retirés en 4D. D'accord. Beaucoup se sont retirés dans d'autres dimensions. Comme les faits, hein, parce que ce qui est drôle, c'est que les faits ont disparu. C'est-à-dire que
les fées, en fait, le mythe, entre guillemets, des fées, il disparaît à partir de la révolution industrielle, donc au début du siècle. Et apparaît un nouveau mythe, les ovnis. D'accord. Apparaît un nouveau mythe, les soucoupes. Avant, en 1947, c'est la fin, en fait, tu vois. Et que dans les années 1900, c'était les grands-parents anciens qui voyaient encore des fées, etc. Donc il y a toujours ce fait qui est toujours présent. Voilà. Donc oui, l'intraterre, moi je suis convaincu qu'il y a quelque chose, c'est certain. Mais c'est lié à l'Agartha, c'est lié à, on peut le relier même à René Guénon, le roi du monde, il y a plein de choses derrière. Ouais, je vais recevoir un invité aussi qui va nous parler de l'intraterre. Ils sont 3, ils ont écrit un livre, je sais plus le titre en tête, mais voilà. On continue avec Zora. Croyez-vous aux Starseed et pensez-vous que certains d'entre eux sont incarnés ici et maintenant? Si oui, quelle est leur mission? Voilà. Est-ce que tu peux répondre à ça? Tout est possible, hein, comme dirait quelqu'un. Oui, je pense qu'il y a des phénomènes aussi de channel. Ouais. Les channels, ils sont en contact, hein, les témoins. Oui, il y a des choses qui... c'est ça qui est drôle, c'est comme je disais tout à l'heure, les mythes de Astarté, de Ashtar, reviennent dans les contacts actuels. Et en fait, il s'agit d'anciens noms de la mythologie qui est souvent donc, lié aux Anunnaki, qui est souvent lié à Babylone, qui est souvent lié à la lignée de Cham aussi. Donc c'est très complexe, hein. Il y a pas mal de choses là-dessus. Oui. Donc oui, les Starseed, pourquoi pas. Moi, je suis ouvert à toute hypothèse. Hein. Donc voilà, j'ai pas d'avis vraiment spécialement là-dessus, mais voilà, je suis ouvert. Tu es prêt à les accueillir? Pourquoi pas, oui. Il faut avoir un niveau de conscience. Il faut faire attention, il faut se protéger aussi. Hein. Ça dépend qui vient. Parce que bon, après, il peut y avoir des reptiliens, des archons, faut faire attention. Ça dépend qui vient en face. On continue avec Balérion. Bonsoir, question. Auriez-vous des infos, j'adore ça, des infos sur le mont Boussegui en Roumanie et les technologies qui s'y cachent? Merci. C'est très intéressant. Le mont BCJ, oui, c'est quelque chose qui me passionne un peu comme le garage. Mont BCJ, c'est passionnant. Je pense, oui, vraiment qu'il y a quelque chose au niveau qu'on a retrouvé certaines choses et puis qu'on peut retrouver. Hein. En faisant des enquêtes aussi en astral ou en faisant des choses comme ça, ce que je fais avec Marina X, donc on fait des enquêtes aussi sur des lieux. Donc oui, BCJ c'est très intéressant. Ce sont des centres-dieux en fait. Donc et puis on retrouve finalement, tu vois, comme dans OVNI en Roumanie, on retrouve ce bestiaire-là très ancien, donc bien avant BCJ. Donc oui, BCJ c'est très intéressant, comme Bulgarache est très intéressant. Je pense vraiment qu'il y a des bases intra dessous. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à Bulgarache? En fait, il y a des phénomènes, oui, qui sont là depuis un petit moment. Je pense qu'il y a une base ou quelque chose, oui, c'est certain, un vortex, mais comme c'est lié à Rennes le Château, hein, comme lié à Rennes le Château, à les mains, tout le je salue mes amis du domaine de la Salse d'ailleurs. Voilà, Marc et Émilie, qui justement, oui, il y a quelque chose d'important là-bas à Bulgarache. D'accord. Je pense. Ouais. Ça me passionne depuis un moment. Comme Rennes le Château aussi, tu as enquêté là-dessus. Comme Rennes le Château, je vais souvent à Rennes le Château, je suis abonné à Rennes le Château. Comme en Ségur, tous ces lieux sacrés, ces lieux, ces centres-dieux, on va dire, comme Samivelle disait à l'époque, c'est homme si dieu. Voilà. Samivelle, c'est un auteur justement qui parlait des Alpes suisses. Donc là, il y a pas mal de parallèles à faire avec le monde des dieux et les montagnes, qu'on retrouve au Pérou, pareil aussi. Au Pérou, voilà, il y a plein de choses à ce niveau-là. J'ai été au Pérou et c'est quelque chose, c'est très très fort, en fait, c'est très puissant. Le Ben Bulban aussi en Irlande. Ce sont des endroits où, par exemple, il y a le mont Shasta. Il y a d'autres lieux comme le Hanging Rock en Australie. Tu vois, il y a pas mal de lieux très intéressants qui sont assez méconnus, mais qui seraient temps de s'intéresser et d'aller voir sur ces lieux. Parce que BCJ, c'est un fait, mais il y a plein d'autres endroits moins connus, méconnus. D'accord. Et bon, on passe à la question suivante. Maëlys,
Est-ce que tu crois au multivers ou à la théorie des cordes de Planck? Bien sûr. Oui, multivers, bien sûr, mais ça fait Ouais, partie de l'univers je m'en doute, je me doutais interdimensionnel. bien. Voilà, même même les scientifiques, justement, comme le CERN, Mhm. en Suisse, ils veulent passer en pratique. D'ailleurs, c'est pas pour rien des fois que des portails s'ouvrent, hein. C'est Mhm. pour ça qu'il y a des univers qui s'ouvrent, mais ils jouent un peu aux Ouais, ouais. apprentis sorciers. C'est un peu Jumanji, J'ai toujours quoi. peur qu'ils créent un Donc trou noir avec. ils ouvrent des vortex, hein. C'est ça le problème, c'est qu'ils ouvrent certaines choses, et ça peut être très dangereux, Ouais, quoi. Donc on voit on voit ce qui se passe en ce moment, ça peut faire partie ouais. de problèmes, de conséquences liées à ces manipulations de multivers, ces manipulations faites par le CERN ou par certaines élites, certaines choses. Ok, Voilà. Je m'engagerai pas ah plus ouais, là-dessus, mais voilà, ok. Ça fera l'objet d'un autre débat. un autre débat. Agnès, Mike a-t-il déjà été témoin d'une présence ufologique? Je t'ai posé la question tout à l'heure. Ouais. Alors, Alors, vas-y, si tu veux. Ouais. non, pas vraiment. Oui, enfin, disons, j'ai vu certaines lumières qui apparaissaient étrangement, oui, vers le côté du garage, qui passaient d'un point à un autre, qui montaient, descendaient. Il ne s'agissait pas de- Je ne sais pas de quoi il Ouais. s'agissait, mais je pense qu'il y avait quelque chose d'assez étrange. Hmm. Voilà. Donc, voilà, à ce niveau-là, pas de grand blond, quoi. Tu aimerais? Tu- Pourquoi pas? Est-ce que tu Pourquoi aurais pas? peur, Pourquoi d'ailleurs, si tu rencontrais un gris ou un grand blond? Non, non. Même le gris? Non, parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis très jeune, donc je pense que j'irai voir. Qu'est-ce que tu lui poserais comme question, s'il pouvait te comprendre? Mais évitez de raconter certaines bêtises. Non, non, je dis ça parce qu'en fait, il y a un cas qui s'appelle c'est le cas de Herbert Schirmer, où donc c'est un policier en fait c'est aux États-Unis, où en fait il est en contact avec un phénomène ovni. Et ce phénomène, en fait, il y a une hypnose Ouais. régressive. En fait, tu vois, en fait, il se rend compte que on lui dit, euh, euh, vous pouvez nous croire, mais pas trop. Ah bon? Croyez-nous, mais pas trop. Il y a toujours ce système de mensonges derrière, des fois, le phénomène où ils font la morale aussi, où euh, ils inventent des fois des systèmes solaires d'où ils proviennent de certains endroits. Tu vois, il y a toujours ce parallèle un peu des fois de moquerie. Quel est le Voilà. but de se moquer, Le but, je, d'induire en erreur? le but, je pense, c'est de nous accoutumer en fait à des. Ils ne peuvent pas dire la vérité directement parce que notre système de pensée, notre système psychique n'est pas prêt à cela. Donc, il faut s'adapter en fait. Donc, c'est des fois un festival d'absurdité, Ouais. mais le témoin ne peut pas peut comprendre des choses simples. Donc, il faut lui dire des choses assez simples, pas trop complexes. Tu vois. Donc, des fois, dans les choses simples, c'est parfois des choses qui peuvent même induire en erreur, mais c'est simple. D'accord. Tu vois. Enfin, entre guillemets, ils nous prennent pour des cons. Disons que on n'est peut-être pas prêt à comprendre vraiment le message Peut-être qu'ils ne derrière. s'adressent pas aux bonnes Euh, personnes. Il y a comme les humites, le phénomène humite. Est-ce et que, bon, ça, je pense que tu le valides aussi, Et Sommit, le dossier Omid m'a passionné depuis 91, passionné depuis très très longtemps. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas peut-être d'une récupération par le KGB? Bon là c'est autre Ouais, chose. Hein. Moi, je ne sais pas. Je suis passionné pour le sujet ouais, Humide je me doute. depuis très longtemps. Mais là encore, on est dans le mythe où on rejoint presque Ashtar et on rejoint des fois, on rejoint des comment dire des civilisations qui, en quelque sorte, qu'il s'agit des Oumites, qu'il s'agisse d'Urantia, qu'il s'agisse d'autres choses, en fait, on remarque qu'il y a toujours un système derrière un peu dictatorial, mais gentil. D'accord. Je ne sais pas si tu vois ce Ouais, que je veux ouais, dire. ouais. Voilà, il y a un côté,
comment dire, il y a toujours une idéologie derrière en fait. D'accord. Alors, faut Pas si tu vois peut-être ce que je veux expliquer un dire. petit peu ce qu'est Une idéologie en fait où c'est le meilleur des mondes D'accord, ouais. chez eux. Ben, Tu les vois. Humides, Et donc, ils envoyaient et dans les des Humides, lettres, dont des lettres avec, oui, ils envoient des lettres. Ils envoient des lettres. voilà, il y a des scientifiques, pas mal de personnes dans le Oui. monde qui recevaient des lettres. Jean-Pierre Jean-Pierre Petit, Petit, Fernando Sesma, voilà, avec, oui, oui, oui. avec des découvertes, même pas. Enfin, oui, il y avait peut-être des fois des formules mathématiques. Il y avait des choses qui devraient normalement faire avancer peut-être l'humanité. Oui. Voilà. Ben, il y a même encore des tweets actuels. Ils Oui, reçoivent des oui, tweets oui, oui. sur ce qui va se passer peut-être bientôt. Oui, mais après, le phénomène, justement, ce qui est drôle, c'est que le phénomène ou mythe, il se dit être apparu en France à la Javie, Ah ouais. en, le 28 janvier 1950. À la Javie, donc c'est très intéressant parce que la Javie, justement, il s'agit de lieux parfois assez mystérieux au niveau des vortex. Au niveau, il y a eu des crashs d'avions, ce genre Ouais. de choses. Donc tu vois, il y a eu quand même. Donc pourquoi cet endroit-là? C'est très particulier. C'est très mystérieux, quoi. Pourquoi cet endroit-là? Hmm. La Javie. D'accord. Et c'est le lieu de leur atterrissage supposé. Voilà. Donc en fait, quand on s'intéresse à tous les phénomènes, il faut voir ce qu'il y a en cache, voir ce qu'il y a derrière le phénomène. Ce qu'on ne veut pas, tu vois, c'est derrière ce qu'on veut nous montrer, il y a autre chose, un autre sous-texte. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Ok. Bah, on va continuer avec une autre question. On va passer des humides à Shiva. Est-ce que Shiva est Oui. un extraterrestre? C'est Michael qui pose cette question. Eh bien, pourquoi pas, hein, c'est pourquoi pas. Il s'agit encore de mythes anciens qu'on peut dire qu'il s'agit de, oui, d'extraterrestres. Robert Charroux parlait de ça. Voilà, d'autres auteurs, Peter Colosimo, Von Daniken. Donc il y a plein d'auteurs qui ont parlé de ça. Oui, c'est possible. Hmm. Euh, mais je pense qu'il s'agit peut-être aussi d'entités, sans parler d'extraterrestres Ouais. spécialement, quoi. Ça peut être des extraterrestres, ça peut être des entités, ça peut être plein de choses. On continue avec Maëlys. Mike fait-il. Est-ce que Mike fait des voyages astro, de l'hypnose régressive? A-t-il été abduqué? Abducté, je ne sais pas. Je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Marina X, où je fais des Ouais. enquêtes donc, sur le voyage astral. Tu as testé le voyage astral? Tu en as fait? Alors personnellement, moi, je m'occupe plus j'ai fait certains voyages, mais je m'occupe plus en fait des réactions et de la mise en page D'accord. et quelque sorte de la recherche historique et en amont. Voilà. Donc oui, je fais pas mal de choses là-dessus. Je m'intéresse beaucoup à Mhm. ça. Je m'intéresse au travail de Rachel Fortin, au travail de Chevalier, au travail tu vois, de Monade. Donc il y a pas mal de choses Ah qui oui, je m'intéressent vois. dans ce système-là parce on rejoint aussi finalement le phénomène ovni où il leur fallait des hypnoses agressives, pardon, pour ce qui a été enlevé de la mémoire. C'est très lié à la Tu spiritualité, hein, vois, quand même. les missing time, le missing time, Ouais. c'est ce qui a été enlevé de la mémoire. Oui, je disais que c'était Ce qui a très été lié à enlevé. la spiritualité aussi, ce phénomène ovni. Oui, complètement. Mm. On le retrouve chez les Ouais. Indiens. On le retrouve chez les Indiens. Donc il y a plein de choses liées au mythe indien, au mythe hindou, Ouais. ou même au niveau des géants, de plein de choses comme ça. Les Indiens, les Indiens Paiutes, disaient qu'ils capturaient les géants dans les grottes et on a retrouvé même des flèches. On a retrouvé Ah des ouais. flèches et des squelettes de 3 mètres, 3 Ouh. mètres, tu vois, Ah ouais. de long. Voilà. Donc il y a quand même des preuves de certaines choses. Il y a que la mythologie rejoint une certaine réalité quand on prend la peine de s'y pencher. Vraiment. Ok. Alors Maya maintenant, pensez-vous qu'il soit utile et adéquat de reporter un phénomène ovni ou GEPAN? Je connais le Le GEPAN, GEPAN, mais c'est oui, à oui. Toulouse. Ouais. Alors reporter un phénomène ovni au GEPAN peut-être. À vous les mettre. Ouais. C'est-à-dire, quelle est la Le question? GEPAN, c'est ce qui étudie ces phénomènes. Oui, Donc de reporter le phénomène, si on a vu un ovni, de le reporter au GEPAN. Ouais.
Bien sûr, c'est intéressant. On peut le reporter, ouais. Mais après, on peut finir comme le rapport Condon ou le rapport Blue Book. C'est-à-dire que bah, des fois, ce qui peut arriver, c'est ce que disait Franck Morin, bah, c'est que les témoins, bah, on les reclasse en ayant vu la Lune. Ah ouais. Bon, je plaisante un peu là. Voilà, mais bon, non, mais j'ai pas ça. Il a raison de vivre, hein, il a sa raison de vivre. Et à ton avis, est-ce que le GEPAN, il est. Mais bon, c'est un peu Condon et Blue Voilà. Book, quoi, derrière. Donc, Bon, c'est sans critiquer, mais c'est important d'avoir le GEPAN. C'est toujours bien d'avoir une officine, on va dire officielle, plutôt que ce soit d'autres personnes qui s'en occupent sérieusement. Est-ce qu'il y a des documents classés? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des documents classés qui pourraient être déclassés au GEPAN? Un peu comme aux États-Unis en ce moment, qui déclassent certaines choses? Il pourrait, ça arrivera peut-être. Les archives akashiques. Bah, faut aller les chercher là. On va se faire un petit voyage astral. Voilà. Ok. Alors, a-t-il eu contact, c'est Maëlys là qui pose la question, a-t-il eu contact avec ou lu les livres de Jean-Pierre Petit? Qu'en pense-t-il? Ah, j'aime beaucoup le travail de Jean-Pierre Petit. Que j'adorerais interviewer d'ailleurs. Que j'ai découvert à l'époque. Ouais, c'est quelqu'un que je vois bien rencontrer un jour, oui. Ouais, c'est sûr, Jean-Pierre Petit, qui lui aussi, finalement, avait des petits gris. Il le dit qu'après, Jean-Claude Bréa aussi, finalement, tu vois. C'est ce que j'ai entendu. Ils n'ont pas pu le dire avant, mais ils le disent maintenant, parce qu'ils peuvent en parler maintenant que leur carrière est presque terminée. On va dire qu'ils sont à la retraite. Ils peuvent en parler, mais avant, ils n'en parlaient pas. Ils n'avaient pas le choix. Oh. Donc, quelle était la question? Est-ce que tu as eu des contacts avec Jean-Pierre Petit? Et qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'aime beaucoup son travail, ouais. J'aime beaucoup son travail. C'est quelqu'un qui a été des fois traîné dans la boue, qui justement, voilà, par le CNES, etc. Pourtant, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de travail et qui, justement, par son sérieux, et des fois on ne le prenait pas au sérieux, a été des fois traîné dans la boue, quoi. Alors que c'était injuste. C'était vraiment injuste. C'est quelqu'un qui a été un martyr de l'ufologie, pour moi. Ouais, il sera peut-être reconnu. Qui maintenant s'en sort mieux maintenant. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ouais. On continue avec Chris. En 2020, y a-t-il eu des apparitions de fées ou lutins ou ovnis? Est-ce qu'il y a des apparitions que tu as recueillies, des témoins que tu as interrogés, pourquoi pas, d'ovnis ou... Il paraît qu'il y en a eu beaucoup à Wuhan. Mais bon, pour de bon, quoi? Ah non, non. Ah, je sais pas là. Alors actuellement, en 2020, il n'y avait personne dehors. Je n'ai pas de cas actuel, j'ai pas eu affaire ou j'ai pas eu écho, on va dire, de cas actuels sur des phénomènes de fées ou de lutins ou d'elfes ou de sylphes, dont par Robert Kirk de la République mystérieuse, dans ces temps actuels. D'accord. Voilà. Il s'agit plutôt d'autres phénomènes différents qu'on voit actuellement. Quel genre de phénomène? Il y a d'autres phénomènes invisibles, mais c'est peut-être pas des petits lutins, c'est peut-être des petits démons, ce genre de choses. Hein. Mais là, c'est plus, il y a une sorte de guerre en fait, en quelque sorte, entre des dimensions, quoi. D'accord. Voilà. Donc, comme au temps de l'Irlande où il y avait les Tuatha Dé Danann, qui étaient les bons entre guillemets, les Fommoirs, et la lignée de Cham. En Babylone, les Anunnaki, il y a tous ces choses-là en fait qu'on peut dire actuellement, qu'on retrouve maintenant finalement dans ce qui se passe actuellement. D'accord. On continue avec Chris. Non, là c'est Maëlys. Maëlys qui pose toujours beaucoup de questions, je le remercie. A-t-il lu ou étudié sur les anciennes croyances Dogon, les civilisations sud-amérindiennes comportant de troublants éléments astronomiques? La cosmogonie Dogon. Très intéressant, oui. On retrouve, ou au Zimbabwe aussi, on a fait une enquête sur le Zimbabwe aussi. C'est très intéressant, oui, parce qu'il y a des endroits d'artefacts et des pierres des étoiles, comme aux Externstein en Allemagne, par exemple, tu vois. C'est très intéressant, j'ai fait une enquête là-dessus aussi. Et les Indiens, c'est pareil. On retrouve les mêmes choses dans le chamanisme et dans ce qui se passe actuellement. Oui, je suis tout à fait intéressé. Même en Égypte, finalement, certaines pyramides sont en accord avec les civilisations, enfin les étoiles d'Orion, par exemple, tu vois, c'est en parallèle, tu vois.
Donc il y a bien sûr ils étaient bien avancés, parce qu'ils étaient en contact, je pense, avec les fils des étoiles, en fait, qu'on retrouve les aborigènes de Hanging Rock, en Australie, finalement le Abenbulben avec la gentilhommerie, ou qu'on retrouve pareil aux Externstein en Allemagne, c'était la pierre au coin étoilé. Voilà, donc il y a pas toutes ces mythologies, tous ces anciens centres-dieux sont importants. Voilà. Donc oui, la cosmogonie Dogon est très intéressante à ce niveau-là, oui, c'est sûr. Je suis d'accord. Et pour les Indiens, c'est pareil. D'accord. Ok. C'est Sandra maintenant. Comment on sait qu'ils ont vu 5 jolies femmes si le 3e gars dormait et les 2 mecs ont été portés disparus pour toujours? C'était l'histoire. En fait, il les a. En fait, oui. Le jeune homme, en fait, il avait 17 ans. Il a vu et parce que c'est quelque chose qui était très connu. Il savait que c'était dangereux, qu'il fallait pas s'en approcher. Mais les 2 autres, en fait, ont voulu y aller. Mais lui, il leur avait dit non, n'y allez pas. Et il s'est endormi. Il a été retrouvé 15 km plus loin. D'accord. Donc tu vois, il y a eu quand même des. On retrouve toujours ces faits-là. Quand on passe en Magonie, on revient pas forcément entier, quoi. Ouais. Il y a un cas, par exemple, en Irlande, où c'est une mariée, et en fait, elle passe, elle est abordée par des fées, et ils lui donnent à manger et à boire, et en fait, elle revient 100 ans après, et une vieille femme, quand elle revient, lui dit « Ah, mais c'est pas vous la mariée qui a disparu il y a 100 ans ?» Et là, elle tombe par terre, elle meurt. En fait. Ah ouais. Donc il y a des cas, en fait, le temps n'est pas le même. Et ce qui est très drôle, c'est que dans les ovnis actuels, donc il y a le missing time, où pareil, il y a des temps manquants, et on retrouve la même chose justement dans le phénomène des fées, et où on passe de l'autre côté. Tu vois ? C'est passionnant ça. Ouais. Le 1er novembre, par exemple, c'est une fête, on le sait, Samhain, c'est la fête celtique où on passe justement en Magonie. On peut passer, c'est des périodes où on peut passer. C'est-à-dire c'est des périodes vortex. C'est ça, on peut dire ça. C'est une période où c'est un accord entre les vivants et les morts, en fait, ou entre le monde des fées. Voilà. Ok. D'ailleurs, je présente un peu. Il y a Pierre Dubois, l'encyclopédie des fées. Voilà, c'est un pavé. Oui. Donc c'est très intéressant, Pierre Dubois. Et l'encyclopédie des lutins aussi. Donc ça, c'est des choses vraiment à lire qui est intéressant. Il y a plein de livres. Voilà, je le présente vite fait. C'est Yeats aussi. Yeats sur l'Irlande. Ouais. C'est The Books on Fairy and Folk Tales. Voilà, il y a plein de choses intéressantes sur justement la mythologie ancienne. Et tout à l'heure, je parlais de Vance, je parlais de Kirk, bien sûr. Il y a Casely aussi. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup à présenter. Hein. Tu lis beaucoup? Voilà. Je lis beaucoup. Il y a même sur les trolls. Ah oui. Les trolls en Norvège. Ah ouais. Voilà. Donc il y a pas mal de choses. Et il y a aussi cette fameuse BD très très connue, Jacques Loeb et Robert Gigi, donc c'est Souvenus d'ailleurs, un classique. Voilà. Donc là il y a pas mal de choses. Et sur la mythologie ancienne, je présentais Peter Colosimo, Terre énigmatique, très intéressant. Il y a La poursuite des dieux solaires aussi. Il y a plein de livres vraiment à lire que je conseille aux lecteurs pour se former aussi. Et quand on parlait tout à l'heure des programmes secrets, par exemple de Salah, il y a un livre très intéressant aussi à lire. Donc c'est sur programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres. Donc là, on vient tout ce qui est lié à l'Antarctique. Et finalement, les programmes allemands, des programmes assez particuliers. Voilà. Il y a Yvno aussi, que je vais présenter. Donc ça, c'est OVNI extraterrestre, en 4 tomes. Voilà. Donc il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses. L'Atlantique et le règne des géants. Donc là, c'est aussi c'est 1954. Donc c'est très ancien. Donc là, c'est Denis Sora. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à lire. Une belle bibliographie. Sur les géants. Voilà, je suis passionné. je vois. et aussi 2 autres livres très intéressants que je présente, c'est Peter Cosby, Archéologie mystérieuse. Ah ouais. Voilà. Et aussi Eric von Däniken, donc présence des extraterrestres, pardon. Il n'y en a pas d'autres? Il y en a d'autres, si. D'où mon nom Aldébaran. Donc c'est lié à Maria Orsic. Ah, je croyais que tu allais montrer la BD Les Mondes d'Aldébaran, que là par contre c'est moi qui est fan. Hein. Aldébaran vient de mes recherches en fait sur justement les extraterrestres d'Aldébaran et
et tout ce qui est lié à Maria Orsic et ce genre de choses. Voilà. D'accord. Donc, c'est Bon, quelque chose qui on m'intéresse. continue avec une nouvelle question. Oui, Maëlys, toujours merci Maëlys. Pour lui, merci. qui est le plus grand spécialiste mondial d'ufologie? Ah, Jean Librero, alors, oui, C'est- Jean Librero, bien que sûr, je aussi. salue, et que je Oui, remercie je le salue pour tous les aussi. contacts qu'il me Et donne. je le remercie parce que c'est grâce à lui que je t'ai Ben connu. oui. Voilà, donc voilà, je le salue. Euh, eh bien, pour moi, c'est Jacques Vallée en partie, mais il y a Éric Sourcheur, il y a Jean Sider, Jean Librero, il y a plein d'auteurs en fait, je ne pourrais pas en citer qu'un, mais disons que oui, Jacques Vallée était un de mes mentors, quoi, c'est certain. Mais il y en a d'autres, hein, bien sûr. Je pourrais en citer une ribambelle, une myriade de sylphes de Jean Sider aussi. Jean Sider, OVNI Top Secret, très intéressant aussi. Oh, Dossier ok. secret. On continue avec Louloute Doré. Bonsoir. Question. Que pensez-vous d'Ashtar et de sa flotte galactique? Y croyez-vous? Ça, je connais pas, moi. Alors, le problème d'Ashtar, on est pareil dans les mythes anciens, peut-être babyloniens, qui se présentent sous un blond. Mais parfois, il faut se méfier, ça pourrait très bien être un reptilien derrière. Donc, on ne sait pas de quelle couleur il est, de quelle couleur idéologique il est aussi. C'est très complexe, Ashtar. Hein. Mais je pense qu'il faut faire attention. Enfin, c'est D'accord. personnel. Hein. Écoute, Donc, c'est au feeling, là. voilà, c'est plus personnel. On peut s'intéresser, mais il faut faire attention où on va. D'accord. Voilà. Bon, tu ne passerais pas des vacances avec Ashtar. Parce que, pour Ouais. l'instant, pour l'instant, Tu fais attention, peut-être en tu fais attention quarantaine. à ce que tu On dis. sera Hein. peut-être en quarantaine. Tu fais attention à ce que tu dis. Je vois que tu es On sera méfiant, là. confiné. En confiné. On continue, allez, Oh. avec Ok. Laure. Pensez-vous que des êtres d'une autre planète exercent sur nous humains une surveillance? Avez-vous des photos surprenantes qui vous confirment que ces êtres, autres que terrestres, existent? Est-ce qu'il y a eu des photos où tu t'es dit, mais C'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a, comme même Michel disait à l'époque, il y a quasiment aucune photo. eh ouais. Il n'y a que des fakes la plupart du temps, il y a très très peu de photos. Donc pourquoi il y a peu de photos? C'est parce que le phénomène le veut bien. Parce qu'à chaque fois qu'on veut faire des photos, soit l'appareil ne marche pas, ou soit on n'y pense pas. Ou alors elles sont floues. Il y a C'est toujours, flou. elles sont floues, elles sont pas exploitables. Donc on retrouve toujours ça. Et l'autre question, c'était au début. Pensez-vous que des êtres d'une autre planète exercent Ah oui. sur nous humains une surveillance? Ah, mais c'est même plus qu'une surveillance, je pense que c'est un système de contrôle. Comme Jacques Vallée en parle, c'est un système vraiment où c'est même plus que de l'étude. Hein. Parce que, encore une fois, il y a ce phénomène d'effet miroir, d'effet mimétique, où on fait passer des vessies pour des lanternes, où les paysans des années 50, les ufonautes ont l'air de prélever pendant des mois. Ils prélèvent. Et là, ils sont en mimétisme avec le métier, comme je disais, du témoin. Pourquoi ils font ça, après ils ne le font plus. C'est ce genre de choses, en fait, comment dire, justement que le phénomène, il s'adapte tout le temps, en fait. Tu vois. Donc, il y a un système, en fait, de contrôle. On pourrait parler de contrôle mental, peut-être. Hein, justement, ou d'adaptation, tout le temps, à dire, voyez, on fait comme vous. On fait exactement comme vous, donc voyez, on est gentil, on s'adapte à vous, on est comme nous, on est comme vous. C'est aussi un phénomène d'adaptation, ouais, c'est un phénomène où justement la personne se sent en confiance. Tu vois? Ok. On continue avec Pauline. Quelle question là, c'est une question très personnelle. Quelle question existentielle t'a poussé à t'intéresser aux mythes, légendes et aux phénomènes ovni? Disons que je me suis toujours intéressé aux légendaires, mais encore une fois, c'est le travail de Vallée, de Zurcher, qui m'a ouvert les yeux sur une certaine ufologie différente. Il y a un cas, par exemple,
à Évillers, qui se trouve dans le Doubs. Et là, on est en 1967. Et il s'agit d'un cas d'enfants en fait, qui poursuivent une sorte de lutin. Et un lutin qui a une houppelande rouge et noire. Et il se trouve que dans les légendes des Vosges, eh bien, il y a ce même lutin en rouge et noir. Et donc, c'était quelque chose qui m'a passionné, fasciné, parce qu'on retrouve justement dans le phénomène des fois bien actuel, bien présent, les mêmes artefacts de légendes anciennes. Et d'ailleurs, la grange, après, on retrouve souvent ces sauterelles dans les granges, et la grange, après, a brûlé, comme la légende le dit. Voilà. C'est un exemple, hein, par exemple, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a passionné au niveau des légendes. C'est justement le parallèle entre qu'il y a justement un parallèle évident quand on s'y intéresse entre les deux, entre l'actuel, le phénomène actuel et le phénomène ancien. Ok. Comme les airchips, hein. Comme les airchips, c'est pareil. C'est quoi les airchips? Les airchips de 1897, le dirigeable. Oui. Je parlais tout à l'heure. Okay. Alors, triple, tu en penses quoi des lignes au Pérou formant des symboles dont personne ne peut comprendre la signification? Bah là, on revient à Daniken, hein, Daniken, complètement. Oui, bah on est encore dans des messages qui sont adressés aux hommes, en fait, d'une manière sibylline. Comme les crop circles? Comme les crop circles, par exemple. Oui. Exactement. Les fairy rings, on retrouve la même chose. On retrouve ces fairy rings à chaque fois, donc liés aux ovnis, mais aussi liés au cercle des fées, où des petits champignons apparaissent, des champignons géants parfois. Et on retrouve la même chose avec des fois de phénomènes ovnis, justement. Donc il y a des parallèles. Oui, je pense qu'il y a des messages derrière que seuls peuvent comprendre des initiés, parfois des kabbalistes, parce que on retrouve des fois dans les crop circles des signes, des fois kabbalistiques, ou des signes particuliers que seuls peuvent comprendre des ésotéristes. Ouais. Voilà. Ou des personnes qui... moi, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, c'était Le Matin des magiciens, un classique, de Powell et Berger, qui met en avant justement tous ces phénomènes mis sous le boisseau, dont on ne parle pas. Alors, je présente le livre. Voilà. Donc, oui, il y a un phénomène en sous-cache tout le temps. Ok. On passe à Frédéric. Frédéric, bonsoir. Est-ce que Mike a entendu parler du crash d'OVNI à côté de Rio en mai 2020? Donc, c'est récent, ça. Ça, moi, Oui, bien sûr, j'en ai entendu parler. Alors, il y a des... C'est très fin geek après de ça, hein, et d'autres, c'est... Après, ça a été désavoué par le MUFON, puis après, finalement, ils se sont intéressés un petit peu. Il y a plusieurs cas. Il est possible que ce soit on va dire, des fois une bataille entre des civilisations entre elles. Hein. Donc, il peut s'agir de ça. Je pense qu'il y a quelque chose derrière. Après, je me suis pas intéressé à fond au sujet de ce crash, mais je connais. Voilà. J'ai vu un petit peu, donc il y a possible qu'il y ait quelque chose là derrière. D'accord. Bon, à suivre. On verra par la suite. Comme on ne verra pas. Ouais. Quoi, hein, On continue avec Maëlys, la reine des questions. Oui. Quel est son rapport au dragon, s'il y en a? Là, c'est pareil, là, on est dans les légendes. Eh bien, oui. Bah, je me suis intéressé au dragon, pareil, dans les légendes chinoises ou dans les légendes germaniques. Tu crois que c'est une interprétation? On retrouve toujours cette thématique. Spatiaux? Non, je pense vraiment qu'il s'agit de bêtes qui ont existé à une certaine époque et qui ont disparu par la suite. Donc, oui, je pense vraiment qu'il s'agit d'une réalité. Simplement, ils se sont peut-être retirés en 4D. Il s'agit peut-être d'univers parallèles, comme les Mothman, pour une plaisante, comme par exemple le Dogman, le bête de Gévaudan, toujours ces phénomènes, je pense, apparaissaient à des époques et après disparaissent. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que le Mothman est réapparu à Chicago en 2017, il n'y a pas très longtemps. Tu vois, donc il réapparaît. Ces Mothman, en fait, justement,
sont souvent liées aux légendes indiennes, Ouais. par exemple. Les légendes indiennes avaient fait une malédiction contre les Blancs parce qu'ils avaient pris leur terre. Et il y a eu Pointe-Plaisante en 66, le pont qui s'effondre. On retrouve la même chose. Le Mothman il met en garde dans une mine à Freiburg. Des ouvriers voient en fait le Mothman qui apparaît et ils se disent ça craint. Effectivement, la mine s'est effondrée. Ouais. Voilà. Donc il y a pas mal de, je pense, de limites indiens justement, dont Jean Librero a traduit aussi un livre très intéressant là-dessus, justement sur les mythes anciens indiens. Donc oui, il y a des choses vraiment prenantes et symboliques derrière tout cela. Ouais. Pardon. On continue avec Laurence. Ah, je t'ai posé aussi la question, mais on va voir si tu as eu une réflexion depuis. Que veulent-ils de nous et ils vivent où? Alors, ils vivent où? Ils peuvent être partout, hein. Ils peuvent être très bien, très loin, comme très près. Ils peuvent être en parallèle avec nous, en multivers. Ils peuvent être très bien à côté de nous. Donc, je pense qu'il y a plusieurs civilisations différentes. Je pense qu'il y a des civilisations interterrestres, des civilisations extraterrestres, des civilisations qui sont proches de nous, qui vivent en 4D ou en plusieurs dimensions hautes. Donc, il y a autant, je pense, de civilisations qu'il y a d'humains, quoi, différents. Dans la guerre des étoiles, par exemple, on voit qu'il y a des myriades de populations différentes, tu vois, d'extraterrestres. Donc c'est très vaste, en fait. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à une, on va dire, localisation, mais il y en a des multiples. Et que veulent-ils de nous? Question. Ce qu'ils veulent de nous, c'est très vaste, en fait. Soit ils viennent puiser des fois on va dire des ressources, soit ils sont nés comme un zoo, peut-être, hein. Soit ils sont des grands frères. Il y a plusieurs possibilités suivant, mais il y en a aussi qui sont moins bons, quoi, tu vois. Voilà, il y a vraiment de tout, hein. Il y a vraiment de tout. Ok, on continue avec Christelle. Voilà, mais pas accroché. Quelles sont les intentions de ces extraterrestres? Bon, c'est toujours pareil, bonne ou mauvaise. Voilà, on va dire, ont-ils une mission? Je suppose que, comme il y en a tellement de races différentes, je suppose qu'ils ont. Vous amenez des crêpes. Oui, voilà, ou des petits gâteaux. Des petits gâteaux. Christelle, d'ailleurs, que je salue, la modératrice, qui fait de très très bons gâteaux, qui m'en a envoyé. Je me demande si c'est pas une alien. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse. On continue avec Maëlys. Que sait-il au sujet des centaures? Est-ce que tu sais quelque chose là-dessus? C'est pas particulièrement là-dessus. C'est un peu comme le fil d'Ariane, hein. C'est le fil d'Ariane. On va au bout. Pas spécialement là-dessus. Disons, c'est une des mythologies, oui, qui m'intéresse parmi d'autres, hein. Mais là, je ne pourrais pas précisément parler des centaures. Ok. Je me doute bien. Voilà. On continue avec Carole. Bonsoir. Pouvons-nous trouver un moyen de communiquer avec eux, mais avec lesquels? Ils sont tellement nombreux, à mon avis, enfin à ton avis. Donc je suppose que la réponse, elle est peut-être dans l'astral ou je sais pas. Oui, je pense. Après, le SETI a essayé, hein, mais ouais. Ils ont eu Récit-moi, mal fini. Je pense, oui, que on peut être en contact. Il y a des channels qui sont en contact, hein, mais avec quelle civilisation, ça peut être aussi plein de choses. Voilà, c'est très vaste en fait comme réflexion. Très vaste. Ouais. Alors Laurence, ont-ils délivré des messages pour le bien-être de l'humanité ou c'est juste un jeu? Ça, c'est peut-être parler des humides, peut-être. Venir en caméra. Alors justement. Venir en caméra cachée pour faire les copains de l'autre dimension. Enfin, c'est tout. Ce qui est très drôle, c'est que justement dans le phénomène OVNI, surtout des années 50-60, où on était en pleine guerre froide. Oui, c'est ça. Eh bien, il y a toujours un sous-texte. Faites attention. Ils montraient les guerres nucléaires. Faites attention au nucléaire. Il y avait toujours. Et d'ailleurs, on voit souvent des ovnis proches des centrales. Donc, il y a toujours un sous-texte moralisateur derrière le phénomène et derrière les contactés. Il y avait toujours ce phénomène-là, surtout dans les années
Ouais. 50-60. Donc oui, oui, il y a un message toujours euh, Bah, qui est, faites pas sauter la planète, quoi. de moralisation. Voilà, c'est ça. Alors peut-être que justement, ils ont tout intérêt à ce qu'on ne fasse pas tout exploser, vu qu'on a des Ouais. ressources qui les intéressent. Ah, tu crois que c'est Donc les ressources, forcément, ouais. moi je pense qu'ils, oui, oui, ils se servent un peu de nos ressources énergétiques ou d'autres choses en fait. Donc ils n'ont pas très envie qu'on fasse tout Chez les sauter. Anunnaki, je sais plus qui s'intéressait à l'or. Je sais pas si c'est eux qui venaient chercher de l'or, soi-disant. Entre autres, oui, oui, oui. Entre autres, ouais. Ouais, ouais. L'or était des denrées, l'eau, il y a plein de choses en fait ouais, qui peuvent être. Mais nous aussi en tant que CAM, hein, peut-être qu'il y a une moisson, peut-être qu'ils reviennent tous les 100 000 ans. Là, tu fais peur. Oui, ils viennent Hmm. prélever, ils viennent faire un prélèvement Bon, là, peut-être. une question généraliste de Christelle. La zone 51, légende ou réalité? Ta conviction? Bah, ça fait partie de zones parmi d'autres où oui, il y a quelque chose, bien sûr, Hmm. où c'est caché, il y a bien sûr, oui, Ah, oui, j'ai complètement. une... Ouais. Je m'intéresse à Oh, mais ça. je me doute bien. Comme le livre qu'avait traduit Jean Librero justement sur les enfants de Hmm. Roswell, qui parle beaucoup de ça. Donc il y a vraiment, il y a eu des séquelles pour les enfants justement qui ont eu ceux qui ont été traqués par justement les gouvernements, etc. Donc oui, il y a quelque chose de très sérieux Ouais, bien sûr. le cas de Roswell, zone 51, bien sûr. Alors, on continue avec une question. Tu vois, je suppose que personne ne t'a jamais posé cette question. Est-ce que chacun d'entre nous a une extension dans des dimensions galactiques? Si oui, est-ce notre double qui a une autre mission que nous incarnée ici? Je pense qu'on a, oui, oui. Ah, Je me suis beaucoup intéressé à ça. Je pense que on a certaines personnes peuvent voir d'autres plans de ouais. dimensions, euh, pas tout le monde, Oui, ça, j'en reçois souvent. et certaines personnes voient d'autres plans de dimensions, et donc forcément, je pense qu'on a ce qu'on appelle les lignes de temps. Donc il y a plusieurs lignes de temps, et nous, on peut être dans une ligne de temps où eh bien, maintenant, et l'émission n'a pas lieu. Ou par exemple, tu as mis tel habit et puis tu as un autre habit. Je pense que oui, on a des lignes de temps. Donc oui, je pense qu'on a des extensions de nous-mêmes dans d'autres, Mhm. c'est possible, de d'autres dimensions. Mais oui, je pense que c'est très Ok, possible. ok, C'est ok. très possible. On continue Ouais. avec ah ben, Christelle. Est-ce que les Men in Black existent, à ton avis? Ouais. Et bien sûr, non seulement ils existent, mais justement, on est encore dans la manipulation derrière. Euh, Hollywood en a fait des Men in Black, des êtres, justement, on Hmm. pourrait se moquer. Mais derrière, il y a eu vraiment, dès les années 50, Ouais. des intimidations de témoins faites par les Men in Black. Il y a eu, justement, à chaque fois que les Men in Black apparaissaient, ça craignait un peu pour les témoins, parce qu'en fait, ils voulaient soit qu'ils retirent leur témoignage, soit qu'ils détruisent les preuves. Et toujours, en fait, c'est toujours la même chose. Les Men in Black ils apparaissent dans une mythologie Ouais. des années 50, mais totalement anachronique, où ils apparaissent déjà avec des pardessus ou qui ont l'air de sortir de pochettes de surprise, des voitures flambant neuves des années 50. On est encore, pareil, dans une adaptation du phénomène au témoin. Donc là, il y a carrément le phénomène voit un phénomène ovni, et après, il est en plus harcelé par des Men in Black qui viennent chez lui et qui viennent de le menacer, et c'est très sérieux. Ils viennent de le menacer et lui dire de retirer certaines preuves. Et toujours dans un contexte où il se présente sous une forme ancienne, qui complètement, on va dire, pas ringarde, mais Hmm. qui n'est plus D'accord. d'actualité. Tu vois. Donc ça, c'est très intéressant, le phénomène des Men in Black, qui est à prendre très au sérieux. Voilà. Donc les Men in Black, ça m'intéresse beaucoup Est-ce pour qu'on a en ces France thèmes-là. un équivalent des Men in Black?
J'ai des personnes que je connais qui voyaient affaire à Men ouais. in Black en France. Oui, et qui n'ont pas été spécialement menacés, mais qui ont vu certaines choses. Donc il y en a. On peut très bien avoir des menaces voilées, on va dire. Et puis je pense que certains même assistent des fois au repas, les repas ufologiques, ce genre de choses comme ça. Je salue d'ailleurs les repas ufologiques toulousains de Nancy et aussi de Marseille. Voilà, Je les salue un petit aussi. coucou à eux. Voilà. Alors, on continue avec Sandrine. Que pense l'invité au sujet des films sur les extraterrestres, enfin toute la mythologie qu'on crée avec le cinéma? Je pense il y a deux choses en fait. Une partie du cinéma, en fait, du phénomène du cinéma, euh, le phénomène s'adapte, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le phénomène s'adapte au cinéma. Il s'adapte donc à la mythologie du moment, à la mythologie civilisationnelle. Et aussi, je pense qu'il y a certaines élites en fait qui font un certain cinéma pour nous habituer à des choses actuelles. Et là, on est dans l'effet Mandela ou ce genre de choses pour, pour changer en fait le cours des choses par le cinéma. Et c'est aussi il y a une loi en fait c'est la loi de l'acceptation. Tu vois. Donc la loi de l'acceptation, ça passe par le cinéma et par des informations, par la mythologie, par le mythe, et par des choses qui, ça n'existe pas. Donc, ça peut passer. Oui, je Je sais comprends. pas si tu Très bien, bien comprends sûr. ce que je veux dire derrière. Voilà. Donc, je pense qu'il y a deux choses. Le phénomène se joue du cinéma, et certaines élites, je pense, se jouent du cinéma Voilà. parce qu'ils sont au courant du phénomène ovni, ils sont au courant, et donc c'est une manière de nous adapter à des réalités Et tu crois actuelles, que ce serait une mais ils sont au courant, tout à fait. manipulation mentale gouvernementale? Gouvernemental, ouais. MK, Mais sur, pour moi, MK Ultra, ouais, imaginons un réalisateur qui crée un clairement. film avec des extraterrestres, est-ce que ça serait Oui. une... Pas tous, hein. Mais je pense qu'il est plus ou Ah, moins d'accord. financé par certaines officines hollywoodiennes qui, derrière, on sait très bien, sont au courant de ce qui se passe actuellement au niveau du Ça serait phénomène pas une ovni. manipulation Voilà. mentale des aliens ça pourrait? Ce serait les deux, en fait. Je pense que ce serait plutôt une manipulation des certains gouvernements, certaines élites, pour D'accord. faire accepter le phénomène. Et on retrouve dans la Hmm. science-fiction, on retrouve dans plein de choses. Ouais. Je pense, ouais. En fait, c'est pour ça que je dis, il y a deux interprétations, mais qui peuvent être les deux en même temps. Ok. On continue avec Laurence. Pour vous, Jésus, quand il parle, et Moïse, ont-ils été confrontés à des E.T., enfin des extraterrestres, à des elfes ou autres? Là, ouais. Oui, c'est possible. Déjà, ne serait-ce que Jésus, je veux dire, peut-être était quelque Peut-être chose d'autre. était-il lui-même un extraterrestre? Déjà, et puis on retrouve dans les évangiles apocryphes d'Ézéchiel, où il montre carrément un mort d'ovni. Donc il y a ces témoignages-là, bien sûr. Je pense que oui, il y a quelque chose. Dans la Bible, dans l'islam est décrit tous ces phénomènes-là. Je veux dire, ovni, dans toutes les religions, il y a eu ces phénomènes liés au phénomène Ok, ovni bah pour écoute, moi. ça va être la dernière question. C'est Christelle qui la pose. Alors, j'ai entendu que certains extraterrestres se réincarnent sur Terre. Pouvons-nous avoir été extraterrestres dans une vie antérieure? Quelle est ta conviction à toi? Est-ce que tu penses peut-être que tu as été un extraterrestre Tout est dans une possible. vie antérieure? Tout est possible. Moi, je pense Ouais. être lié à Aldébaran. Donc, je ressens ça personnellement. Il y en a qui peuvent être de Sirius, il y en a qui peuvent être de d'autres endroits, d'Orion. Je pense, oui, on a tous des anciennes vies, mais vraiment antédiluviennes. Euh, Certains sont liés Ouais. ou hybridés. Il peut y avoir de l'hybridation aussi, je pense, euh, liée justement euh, à nos vies actuelles. Et on a des fois des mémoires. Les mémoires reviennent. Donc il s'agit de se rappeler de ces mémoires-là. D'accord. Bah écoute, Mike, c'était la dernière question. Alors, encore merci de t'être prêté au jeu de l'échange. Est-ce que tu veux rajouter peut-être quelque chose pour finir?
Eh pour conclure. bien, peut-être en avenir, donc j'ai d'autres enquêtes que je vais faire aussi sur donc, mon Facebook, Mac Aldébaran. Il y a sur le YouTube Mac Toutes Aldébaran les aussi. descriptions sont, Tout sous sera la inscrit, vidéo, voilà. dans la description de la vidéo. Euh, Il y a les liens directs pour aller sur ta chaîne YouTube, sur ton Facebook. Sur ma chaîne YouTube, justement, je m'occupe aussi du travail de mon père, qui Druid Garanos, qui Mhm. justement, je m'occupe des vidéos et du montage, etc. Donc je fais des dédicaces en même temps à son travail très intéressant aussi. Et aussi le travail de mon grand-père Guithieu. Voilà, donc là, il s'agit plus en fait sur les ondes scalaires, ce genre de choses. Dans l'avenir, il y a des conférences qui sont Mhm. prévues, peut-être, justement, avec Chamanisme et Tradition. On verra comment ça se passe, ou avec le domaine de la salse. On verra cet été. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Voilà, je tenais à faire une dédicace à tous ceux qui je travaille, et je te remercie C'est beaucoup moi. pour cet entretien. C'était très intéressant aussi de discuter aussi avec Oui, les oui. auditeurs, enfin les Et moi, je téléspectateurs. dis bravo pour ta passion parce elle est vraiment contagieuse. Euh, et puis merci aux Merci beaucoup. chatteurs. Et on a dit que le quart, comme disait Aimé Michel, mon savoir tient sur un timbre-poste, et pourtant je pense être celui qui en sait le plus sur l'ufologie. Voilà. Et puis, comme dit Jacques Breyer, si on ne comprend pas des fois des choses maintenant, c'était pas grave, ce sera pour la Bah prochaine oui, vie. pourquoi pas. Alors merci à Jacques Breyer est un merci à alchimiste, voilà, ok. avec qui mon père a Merci à travaillé. tout le monde. Merci à tous les membres du Discord pour tous ces débats passionnants. Merci à toutes les personnes qui regardent en replay ces échanges. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. N'oubliez pas qu'aussi, c'est nouveau, il y a une petite boutique où vous pourrez trouver plein de goodies, des t-shirts, des mugs, etc. Aux couleurs, bien sûr, de On ne vous demande pas d'y croire. Je te remercie encore, Mike. Merci à tout le monde. Mais Et je je te vous dis remercie beaucoup, à Philippe, mercredi prochain. C'est avec mercredi plaisir. prochain le prochain interview avec Mark Auburn. Certains connaissent. Au revoir, bisous. Au revoir.